grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. 405 députés ont voté oui pour la proposition de la réforme de la loi électorale initiée par le groupe de 13. C'était au cours du débat général en plénière. Une réforme électorale qui va baliser la voie pour les échéances électorales de 2023. Entre-temps, à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont voté en seconde lecture pour la énième fois le projet de loi autorisant la poursuite de l'état de siège sur une partie du territoire national. Et puis enfin, identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a effectué une ronde au secrétariat général de la primature et à la direction de gestion de base des données numériques des ressources humaines de l'État pour se rendre compte de l'effectivité de cette opération. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Après avoir déclaré recevable le rapport de la commission politique, administrative et juridique, c'est tard dans la soirée que 405 députés nationaux ont voté pour l'adoption de la proposition de la loi électorale initiée par le groupe de 13. Le texte est renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. Un reportage de Sylvie Mwembo et Guy Kitoko. Plénière du jeudi 2 juin 2022, les députés nationaux ont unanimement voté la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 6/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées et complétées à ce jour. 405 députés sur les 405 présents ont dit oui à la proposition de loi à l'issue de l'appel nominal. Sous la conduite de Christophe Mbosoko Diapwanga, speaker de la Chambre basse du Parlement, le député national Augustin Moulumba, président de la commission politique, administrative et juridique, a présenté la synthèse du rapport des cogitations de sa commission par rapport aux 10 options levées par la plénière sur les 18 proposées par le G13, initiateur de la dite proposition de loi. La commission a précisé Augustin Moulumba Kanza n'a ajouté aucune option sur celle adoptée par la plénière. Elle a travaillé d'arrache-pied en vue de renforcer la nationalité du processus électoral, la transparence du scrutin, la traçabilité des résultats ainsi que l'intégrité du vote. Le rapporteur de la commission PAJ, Daniel Mbaoussoukissa, a énuméré les 10 options levées par la plénière et sur lesquelles la commission a axé ses travaux. Au nombre de ces options, il y a l'introduction du seuil de recevabilité des listes de 60% des sièges en compétition, le maintien de la proportionnelle prise en compte de la dimension genre dans la constitution des listes conformément à l'article 14 de la Constitution, distinction des inéligibilités définitives par les crimes graves, génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, décès temporaires pour les autres infractions. Les tests seront renvoyés au Sénat pour seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs viennent aussi d'adopter en seconde lecture le projet de loi autorisant la poursuite de l'état de siège dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu pour permettre aux forces loyalistes de poursuivre les opérations militaires pour éradiquer complètement les groupes armés dans l'est du pays. Sandra Nyangui. Après l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté en seconde lecture le projet de loi autorisant la poursuite de l'état de siège sur une partie du territoire national. C'était au cours d'une séance plénière présidée par Idi Mundela Kankou, premier vice-président de la Chambre haute du Parlement congolais. Après la présentation du dit projet de loi par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, les sénateurs autorisent ainsi le gouvernement à proroger pour la énième fois l'état de siège afin de permettre aux forces armées de la République démocratique du Congo de poursuivre les opérations militaires en vue d'éradiquer définitivement l'insécurité à l'est du pays, actuellement aggravée par l'agression du Rwanda sous le label du M23. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 91 membres ont pris part au vote. 87 ont voté oui, 2 membres ont voté non, 2 membres ont voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Ce projet de loi sera transmis au président de la République pour promulgation. Il faut rappeler que dans un proche avenir, cette situation exceptionnelle d'état de siège sera au centre d'une table ronde à l'initiative du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi.
La rencontre mettra autour du chef de l'État les acteurs clés concernés par cette situation exceptionnelle. Il s'agira des élus des provinces concernées et autres notables, ainsi que les décideurs politiques au niveau national. Signature de l'accord de coopération interparlementaire entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Le président du Sénat, à la tête d'une forte délégation composée de 9 sénateurs, a été accueilli par la présidente de la Chambre des représentants belges et le président du Sénat. Un commentaire de Sandra Nyangui. Signature ce jeudi 2 juin 2022 au siège du Parlement fédéral belge de l'accord de coopération interparlementaire entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Modeste Bahati Lukwebo, le président du Sénat congolais à la tête d'une délégation de 9 sénateurs, a été chaleureusement accueilli par la présidente de la Chambre des représentants belges, Eliane Tillieu, le président du Sénat belge ainsi que des parlementaires. Pour le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais, la signature de cet accord de coopération ouvre une nouvelle ère dans le cheminement de la coopération parlementaire entre les deux pays. Une signature qui augure d'importantes opportunités pour les deux parlements, a souligné Modeste Bahati Lukwebo. Pour Eliane Tillieu, ce protocole d'accord est un signe tangible des relations amicales entre la Belgique et la RDC. L'hôte du Parlement fédéral belge annonce que cette coopération sera concrétisée entre autres par des missions officielles ou des visites de travail des présidents et bureaux des assemblées, des parlementaires et des fonctionnaires, des membres de gouvernement, des missions d'études par les parlementaires, des stages de perfectionnement et des bourses d'études, des missions d'échange d'expérience et de formation. Juste après cette cérémonie, Modeste Bahati Lukwebo a été l'invité d'honneur à la plénière de 2 chambres du Parlement fédéral belge, où il a été très applaudi par ses homologues du royaume. Dans la soirée de ce jeudi, le speaker du Sénat a eu des fructueux échanges avec le Premier ministre belge Alexander De Croo. La situation générale de la RDC, la visite du couple royal en RDC et le renforcement de partenariat entre les deux pays étaient au menu de cette rencontre à laquelle a pris part le ministre d'État belge, André Flao. Le président de la République du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu avec le chef spirituel de l'église kimbanguiste. Au menu, la relance des activités agricoles au sein de l'église kimbanguiste. La rencontre a eu lieu au palais du centre-ville de Brazzaville. Tétis Samba. C'est une première rencontre entre le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, avec le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, son éminence Simon Kimba Nkiangani. Une rencontre à forte tonalité de coopération qui raffermit les liens existants depuis belle lurette entre l'État congolais et le kimbanguisme. L'audience a eu lieu ce jeudi 2 juin 2022 dans sa résidence officielle du palais de centre-ville. Plusieurs points ont été évoqués lors de leur entrevue, notamment la relance des activités agricoles du centre de Kunzulu, situé à quelque peu de 200 km de la ville de Brazzaville. Au sortir de cette audience, le représentant légal de l'église kimbanguiste circonscrit. Makamo oyo biso yeli awa batata batikaki yango. Nous sommes venus poursuivre les activités que mes prédécesseurs ont commencées ici au Congo-Brazzaville, au sein de l'église kimbanguiste. Le président Sassou était très réceptif et nous sommes contents de cette rencontre. Notre première recommandation est de respecter l'État et nous devrons cheminer ensemble. Présente à cette rencontre, la maire de Kintele, Madame Stella Messa Sassou Nguesso, a fait l'économie de cette audience. Mais en fait, j'ai commencé à travailler avec l'église kimbanguiste, ça fait maintenant 3 ans. Et la première fois qu'ils m'ont invitée, je suis allée à Kamba et j'ai vu comment ça se passait et j'ai même visité aussi les champs d'agriculture qui m'ont permis de voir que ce sont des gens qui travaillent sérieusement. Et c'est pour ça que j'ai accepté d'être la marraine de ce projet de Kunzulu, parce que Kunzulu existait déjà depuis longtemps. Signalons que son éminence Simon Kimba Nkiangani est le tout premier chef spirituel du kimbanguisme à être reçu par le président Denis Sassou Nguesso. C'est dans une ambiance festive, une photo de famille a immortalisé cette rencontre.
Le cardinal Fridolin Mbongo est arrivé dans la province du Kwilu pour assister à la cérémonie du centenaire du diocèse d'Idiofa, Jacques Kabawa. En route pour la clôture du centenaire du diocèse d'Idiofa à la mission catholique Sainte-Thérèse d'Ipamou, son éminence le cardinal Fridolin Mbongo vient d'être accueilli chaleureusement par la communauté chrétienne d'Idiofa, composée des mamas catholiques et du groupe K, Kizito et Anuarité. Le rendez-vous est fixé dimanche 5 juin 2022 à Ipamou où le cardinal et tous les autres évêques de la province ecclésiastique de Kinshasa se rendront demain samedi pour une célébration avec faste dans la fraternité chrétienne. Pour la paroisse de Ipamou, qui est le premier lieu d'évangélisation de ce qui est devenu après le diocèse d'Idiofa. Il y a exactement 100 ans que la bonne nouvelle de Jésus-Christ a été apportée à notre peuple et tout est parti d'Ipamou. Donc je suis ici parce que nous voulons célébrer cet événement comme église, non seulement église diocésaine d'Idiofa, mais comme église provinciale de Kinshasa. Voilà pourquoi tous les évêques de la province sont là. Nous allons rendre grâce à Dieu pour le don de l'évangile, mais aussi l'occasion pour nous d'exprimer notre gratitude à tous les missionnaires venus de pays lointains et qui nous ont apporté l'évangile. Une grande effervescence monte déjà sur place à Ipamou et des invités de marque y sont également attendus. Et puis le vice-premier ministre de l'Intérieur calme la tension née d'un conflit de succession dans le village Bingi, ici à Kinshasa. Daniel Asselo s'y est rendu hier jeudi pour rétablir l'ordre entre les héritiers en conflit de succession généré à la suite de la mort du chef Moussiou. Une commission a été mise sur pied pour rétablir chaque héritier dans leurs droits. José Baïtombo pour le reportage. Les conflits de succession générés à la suite de la mort du chef Moutui a créé des tensions dans le village Bingi du groupement Kingakati dans la commune de Lansele. C'est l'objet de la visite ce jeudi 2 juin 2022 du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour rétablir l'ordre face aux héritiers qui revendiquent la succession. Un message de paix leur a été lancé par Daniel Asselo Kitoakoy après avoir écouté toutes les parties en conflit de constituer une commission qui devra étudier minutieusement cette question afin de rétablir l'ordre et la paix dans ce village. Il n'est pas souhaitable qu'il y ait la victoire d'un camp de la violence sur un autre camp de la violence. La procédure continue. Le travail va se faire pour que, au vu du rapport qui nous sera transmis, nous puissions décider de manière à ce que le réel calme revienne ici. Pendant qu'il est à Bingi, le patron de la sécurité a été informé d'un cas de mort dans la commune de Maluku à la suite d'une attaque nocturne des bandits armés. C'est dans la concession Moukeba appartenant à la société Okokine que les personnes qui la gardent seront visitées la nuit dernière par les bandits armés qui ont abattu à bout portant un jeune homme et blessé 2 autres. Des actes condamnés par Daniel Asselo Kitoakoy qui a insisté devant le responsable de la police nationale congolaise sur la nécessité de sécuriser les personnes et leurs biens, surtout dans cette partie de la ville où plusieurs cas du genre sont souvent signalés. Du Kwilu, le gouvernement s'en va en guerre contre la spoliation du camp colonel Ebeya dans la ville de Kikwit. La vice-ministre a effectué une mission officielle dans cette partie du pays. Le constat est amer. 50% du camp Ebeya est spolié par des tierces. Sous instruction de Séraphine Kiloubi, les travaux de construction ont été arrêtés. Les récalcitrants n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Un reportage de Jojon Dimbo. La lutte contre la spoliation du domaine militaire, l'équipe actuelle de la Défense nationale en fait son cheval de bataille. C'est ce qui justifie la présence de la vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Madame Séraphine Kilouboukoutouna, à Kikwit, dans la province du Kwilu, plus précisément au camp colonel Ebeya, qui est en moitié spolié et dont une grande partie vendue au privé au détriment de l'intérêt général. Après une réunion avec la société civile,
locales, la mairie de la ville, la 11e région militaire et les experts de l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo. La vice-ministre de la Défense est descendue jusqu'au camp colonel Ebeya pour voir de visu la situation actuelle de ce camp spolié. Nous sommes maintenant dans un état de droit. Les changements commencent d'abord par les changements de mentalité. Le bien commun doit être respecté. Donc c'est devenu comme un terrain sans maître. Chaque personne qui trouve une portion de terre ici libre, il peut vendre. Alors nous avons tous disparu comme nous l'avons fait hier. J'étais à Luala Bagé dit que toute personne qui croit, qui sait qu'il avait vendu des terrains des militaires, ou bien qu'il avait acheté, qu'il a cherché son argent. Nous sommes déterminés à tout récupérer. C'est ça la vision du chef de l'État. Après un constat amer, sur place, elle a pris une décision courageuse, celle de suspendre tous les travaux en cours tout en demandant à ceux qui auraient acquis illégalement de terrain de suivre ceux qui les ont vendus car ils ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Je l'ai dit dans le sommaire, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, qui avait lancé il y a peu le processus de l'opération d'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État, certifiés et réguliers de référence dans l'administration publique. Et pour se rendre compte de l'effectivité, Jean-Pierre Liaou a fait la ronde du secrétariat général de la primature et de la fonction publique, ainsi que la direction de gestion de base des données numériques des ressources humaines de l'État. Nadine Kilocho et Serge Moquet pour le reportage. Dans un climat empreint de transparence et d'harmonie que se déroule l'identification biométrique des agents publics de l'État sur les lieux des services sectoriels respectifs. Et dans l'optique de faire le suivi après les lancements officiels, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a débuté la ronde par le secrétariat général de la fonction publique chargé des actifs. Je reviendrai demain pour voir comment ça fonctionne. Parce qu'il faut garantir la fluidité. Pour se rendre ensuite au secrétariat général de la primature afin de palper du doigt l'opérationnalisation de ce processus effectué par la direction de gestion de base des données numériques des ressources humaines déployées sur terrain. C'est lié vraiment à sa position administrative. Au niveau d'affectation province, là où il travaille, lieu d'affectation. Le ministère de la fonction publique est avec nous ici pour l'identification, mais il faut quand même que le chef, lui, l'initiateur, puisse suivre, voir. Comme ça, il peut corriger à temps ce qui ne marche pas. Nous sommes très contents, très ravis. Et c'est pour cela d'ailleurs, je lui ai dit, nous sommes très contents, mais nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois. Les efforts fournis par le gouvernement congolais pour la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, produisent des fruits et cela s'atteste avec le processus d'identification biométrique piloté par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Dans le cadre du programme volontaire agricole, le ministre du Développement rural a procédé au lancement officiel de la saison culturelle 2020-2028 et les préparatifs de la saison 2022-2023. Il a été précédé 2 jours avant par son collègue de l'agriculture. L'objectif poursuivi par ce programme est de faire face à la pandémie du Covid-19 et à la guerre en Ukraine. Un reportage de Jean-Pierre Ndolodemazou et Marthe Mangaza. Le gouvernement Samalou Kondé tient à la réussite de la récolte de la saison culturelle 2021-2022 de ses warriors. Les ministres d'État en charge du développement rural, François Robota Masumbuko, et celui de l'agriculture, Désiré Mzinga Barianze, vont donner le go de cette opération. Le ministre d'État en charge du développement rural, qui est arrivé le mardi 31 mai 2022 à Goma, parle de cette mission. Nous sommes préoccupés par le développement de notre pays à partir de la base. Et, comme l'a indiqué la vision du chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, moi je regarde ce qui est en train d'être fait dans le cadre du développement rural. Mon collègue regarde ce qui est en train d'être fait dans le cadre de l'agriculture. Donc nous sommes venus faire une promotion parce que bientôt ça sera la prochaine saison agricole. Il faudrait que nous sensibilisions la population pour qu'elle cultive en abondance et que nous aussi nous développions les routes de dessert agricoles pour permettre à ce que les productions
soient évacués vers le centre de consommation. François Roubota Masumbuko a rejoint son collègue de l'agriculture arrivé 2 jours avant à Goma. Les deux personnalités ont pris le bateau et sont arrivés le même jour à Bukavu. Goma, Rutshuru, Masisi dans le nord Kivu et Bukavu, Uvira dans le sud Kivu sont concernés par le lancement de la récolte de la saison culturelle 2021-2022 et les préparatifs de la saison 2022-2023. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, a procédé au lancement du matériel aratoire destiné aux petits agriculteurs de la province du Nord Kivu. Regardez. Poursuivant son séjour de travail au Nord Kivu et au Sud Kivu, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birionze, a procédé à la cérémonie de lancement des distributions du matériel aratoire et semences du projet Passa Nord Kivu à partir de Bwerimana, territoire de Masisi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Les petits agriculteurs de Rutshuru, Lubero et Beni seront également bénéficiaires. C'est toujours dans la droite ligne du lancement des préparatifs de la saison 2022-2023. La joie était immense pour ces maraîchères de Bwerimana ciblées par les différentes équipes de Passa Nord Kivu. Je lance les différentes distributions de matériel aratoire et de semences du projet Passa auprès des populations du Nord Kivu, de Masisi, Nyiragongo, Rutshuru, Lubero et Beni. Mama Nyamfura ini ya kwako we moya. Ces braves femmes ont bénéficié du matériel composé de bêches ou binettes, imperméables, brouettes, lunettes, arrosoirs et autres qui vont leur faciliter un meilleur rendement. Le premier des agriculteurs congolais, Désiré Nzinga Birionze, n'a pas manqué de leur communiquer la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'agriculture, épine dorsale pour l'économie du pays. Sur ce, tout sera mis en œuvre pour que le gouvernement les accompagne à tous les niveaux, a-t-il poursuivi. La ministre près le président de la République s'est entretenu avec les chefs coutumiers de la province du Haut-Katanga. Regardez. La cohésion nationale s'est construite et s'entretient au jour le jour. Nana Manouanina, ministre auprès le président de la République, est sur le terrain pour sensibiliser les communautés sur les vivre ensemble. Dans le Haut-Katanga, la ministre a rencontré le chef coutumier avec lequel elle a eu les échanges enrichissants sur l'avenir de la République dans l'unité, un discours que le chef traditionnel intègre dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et souhaite aussi que leur voix soit entendue. Le chef coutumier souhaite participer activement à la cérémonie d'accueil du couple royal en RDC, mais aussi au retour de reliques du héros national, Patrice Emery Lumumba. La dernière demande adressée au chef de l'État à travers la ministre auprès le président de la République est l'identification de véritables chefs coutumiers afin d'écarter tous les fausseurs. Nana Manouanina a convaincu ses interlocuteurs et poursuivra le même travail au Lualaba. Acteur majeur du paradigme de changement de narratif, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a reçu le nouveau comité national de la représentation des étudiants du Congo. Patrick Mouyaya les a exhortés à être des futurs acteurs, d'avoir un message de renaissance et de développement dans un pays émergent. Reportage. Mais c'est très bien pour vous de commencer à comprendre les enjeux du pays. Alors, les enjeux du pays, il ne faut pas le comprendre seulement dans le prisme de l'actualité, il faut le comprendre dans le prisme même historique. Parce que si on n'a pas des reculs qu'il faut, on aura du mal à juger des faits présents. Parce que très souvent, malheureusement, le Congo nous-mêmes, on ne le connaît pas bien. On le connaît sous les prismes de ce que les médias veulent nous montrer, mais je pense que lorsque vous êtes des étudiants, c'est important de comprendre par exemple l'histoire, la géographie des régions du Kivu où se pose le problème de sécurité le plus souvent dans notre pays. Je vous exhorte à le faire parce que ça vous permettra d'avoir les reculs qu'il faut et l'essence de l'engagement qu'il faut par rapport spécifiquement à cette question. Moi, j'ai lancé la campagne Bendele Koyate il y a une année où on donnait la possibilité justement à nos militaires d'être accompagnés par la population, qu'il y a un effort à faire, que lorsque vous voyez un policier
qui est censé être un représentant de l'État, vous devez savoir que sa mission principale, c'est d'abord de vous protéger. Lorsque vous voyez un militaire, quelle que soit sa situation sociale, c'est de savoir que celui-là fait le choix de sacrifier, de mourir pour vous. Et puis le ministre des Travaux publics, Alexis Guissaro, a effectué une descente au camp Luka. Regardez. C'est une descente sur terrain à 2 volets qu'a effectué le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics. D'abord, le chantier des travaux de lutte anti-érosive dans la ville-province Kinshasa, Zamba Telecom pour commencer. Ce site connaît une nette évolution des travaux qui ont débuté en mars dernier. Construction des caniveaux, d'un grand collecteur en béton armé afin de réduire la vitesse de l'eau et créer une ouverture du lit de la rivière Lukunga. À Dumez, c'est la construction d'une glissière de 610 mètres en béton et à Masikita, ce sont les grands travaux de lutte anti-érosive. Alexis Guissaro-Mouvouni a constaté le retard dans quelques sites. Nous sommes passés effectivement pour commencer à Zamba Telecom. Il faut savoir que c'est une érosion qui était quand même assez importante, qui menaçait déjà la route nationale numéro 1. Et donc ces travaux qui ont commencé au mois de mars, on peut constater aujourd'hui que l'évolution est assez positive. Nous avons quand même été impressionnés par le niveau d'exécution de ces travaux. Lequel doit être récupéré au cours de cette saison sèche. Des mises en demeure ont été faites aux entreprises contractantes. Deuxième volet de cette ronde, l'inspection des projets des voiries dont Kinshasa Zéro Trou, de l'avenue Allée Verte en passant par Bangala et Kwamut. Et dans la province du Haut-Katanga, les travaux d'asphaltage de l'avenue Mobutu sont presque finis. Le ministre provincial des Infrastructures a effectué une visite sur le terrain. Un reportage de Didier Mumba. Pour la première fois depuis l'époque coloniale, l'avenue Mobutu, dans le territoire de Kambove, revêt peau neuve grâce aux travaux d'asphaltage initiés par le gouverneur Jacques Aboula Katoué. Le ministre provincial des Infrastructures, Miguel Katem Kachal, a inspecté les travaux en pleine exécution. Ils vont s'étendre sur l'ensemble de cet axe de 2,2 km. Au finish, l'avenue Mobutu rénovée reliera les quartiers Makomeno, la cité Jekamine et le camp SNCC. Objet d'un accueil enthousiaste de la part de la population de Kambove qui voit sa cité se moderniser, le patron des infrastructures en province a saisi l'occasion pour échanger avec ses hôtes. Le gouverneur nous a envoyé faire le suivi des travaux de cette route. Nous n'avons pas oublié Kambove parce que vous êtes les enfants du Haut-Katanga, les enfants de Fachi Béton. Cette réalisation dans les territoires de Kambove témoigne de l'engagement du gouvernement Kaboula de concrétiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sur l'ensemble de la province du Haut-Katanga. Et puis, les femmes du réseau national des leaders et visions politiques ont intériorisé certaines notions sur l'autonomisation financière, la santé et la reproduction et le changement climatique. C'est le ministre du Genre, Enfants et Familles qui a procédé à la clôture de l'atelier sur la résilience de la femme. Cédric Kenina. Durant 2 jours, plusieurs thèmes ont été examinés en rapport avec l'autonomisation, les changements climatiques, le droit des femmes à la reproduction et les violences basées sur le genre, dans l'objectif évidemment d'amener les femmes du réseau national, femmes leaders et vision politique, à établir les liens existants entre réchauffement climatique, les droits sexuels et la santé de la reproduction. Cet atelier de 2 jours a édifié les participantes désireuses de s'informer en matière de contraception, d'avortement et des concepts de soins complets d'avortement, santé publique et droits de l'homme en République démocratique du Congo. Nous n'apprenons pas pour garder en nous, mais nous apprenons pour qu'on puisse mettre ça en œuvre, c'est-à-dire mettre ça en pratique et aussi apprendre aux autres. Vous êtes formés, dites-vous bien que demain, vous allez former aussi les autres. La patronne du genre, Gisèle Ndaya, elle, s'est apaisantie sur l'autonomisation de la femme. Des travaux riches en échanges qui se sont clôturés par la remise des brevets aux participantes.
Lancé il y a 9 mois, les travaux du projet répartiteur Kassapa dans la province du Haut-Katanga a atteint sa vitesse de croisière. L'arrivée dans la ville de Lubumbashi du matériel et équipements prouve la volonté de la direction générale de la SNEL de matérialiser ce vaste projet d'ici la fin de l'année. Un reportage de notre envoyé spécial Fiston Wavingana rendu par Yvette Makoutima. Après la réception du premier lot composé des tourées et câbles haute tension en février 2022, un deuxième lot des matériels composés de transformateurs et autres appelés à servir à la matérialisation du projet nouveau répartiteur Kassapa est arrivé à Lubumbashi, province du Haut-Katanga. À ce jour, le taux d'exécution des travaux a atteint 60%. Aujourd'hui, nous avons déjà acquis un stock important de cornières qui va nous aider au montage des structures de portique au poste 220, des transformateurs de puissance 15 MVA 15/30 et dans la sous-station nous avons déjà réceptionné toutes les cellules MT 15 kV et 30 kV qui vont desservir la zone nord-est de la ville de Lubumbashi, la route Kasenga, Kinsevere, Likasi, que nous allons boucler toute la route Likasi. Il y aura deux lignes, une qui viendra de Likasi, une de Lubumbashi. La relance de ces travaux qui datent de 2012 donne la preuve de la détermination de la SNEL SA sous le leadership de son directeur général Jean-Bosco Kayombo Kayan d'impulser une dynamique dans la réalisation de tous les projets conçus et en attente de leur finalisation. Nous avons dit l'autre fois que la direction générale a pris l'option de réveiller tous ceux qui dorment sous la vision du chef de l'État. La SNEL est une entreprise qui, lorsqu'elle a commencé un projet, ça va jusqu'au bout. D'après les directeurs du projet Flow SRL, Patrick Lukusa, les deadlines de ces travaux courent jusqu'à la fin de l'année 2022. Dans la province du Haut-Katanga, plusieurs associations et ONG ont adhéré à l'Alliance des forces démocratiques du Congo, le parti de Modeste Bahati Lukwebo. La cérémonie a été organisée par la Ligue des ONG du parti, Pauline Igwabi, pour accueillir les nouveaux membres. Sandra Nyangé a servi de cadre ce samedi 28 mai pour l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, parti cher du professeur sénateur Bahati Lukwebo, pour une cérémonie officielle d'affiliation des ONG, fondations et associations au sein du parti. Plus de 250 personnes réunies pour accompagner cette grande activité organisée par la coordination des ligues de ONG chapeautée par Madame Pauline Igwabi. Tout a commencé par l'entrée des hôtes, communément appelés les autorités de l'AFDC, parmi lesquelles on pouvait remarquer la présence de la présidente fédérale au Katanga, Madame Tekla Ponzi Muyumba, André Kabamba, le secrétaire, Madame Pauline Igwabi et bien tant d'autres avant de passer à la prière d'ouverture de cette grande rencontre. Accorder la parole en premier, la maman PF, autrement dit présidente fédérale Tekla Ponzi Muyumba, a commencé par saluer et souhaiter les bienvenus, passant par la petite historique de la FDC pour chuter avec les objectifs qui est la valorisation. Elle a également souligné que le développement du pays doit être un champ de bataille dans les fondations, associations et autres pour le développement du pays. Madame Pauline Igwabi, à son tour, en sa qualité de coordonnatrice des ONG provinciales, les autorités étaient ainsi priées à venir rejoindre les autres responsables pour l'affiliation proprement dite. Fiche d'adhésion, remise deux emblèmes comme le drapeau qui représente le pouvoir, les chemises, chapeaux ont été remis aux responsables des ONG, associations et fondations pour confirmer leur affiliation. Et puis un invité dans ce journal, il s'agit de Joël Munanga. Il est secrétaire général et porte-parole de l'association Banakin, c'est ça, je ne me suis pas trompée. Le comité directeur de l'ASB Banakin. Voilà, vous organisez une marche de soutien au FRDC. Peut-on savoir, le message sera lequel? En effet, l'ASB Banakin organise une marche de soutien aux FRDC et de soutien aussi au commandant suprême des forces armées, son Excellence, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il est question ici d'une armée qui est sous l'impulsion et le commandement de son commandant suprême. L'ASB Banakin veut montrer au monde, à la République démocratique du Congo, que la question de l'Est du pays est une question qui doit être prise individuellement par chaque Congolais de manière
de manière la plus sérieuse possible. La question du Congo est une question aussi autant quinoise qu'elle est congolaise, parce que la ville de Kinshasa, que porte Banakin à cœur, est la représentation même de la culture quinoise, et elle est même le gardien de la culture et de la volonté de vivre ensemble. C'est ainsi que sous le parrainage de son Excellence, Monsieur le vice-ministre Godard Motemo Najiboloum, il s'est organisé autour de ce comité-là cette marche qui se tiendra demain pour lutter contre la balkanisation. Voilà, le message clé sera lequel? Sera non à la balkanisation, oui à la paix. Et qui prendra part à cette marche? Tous les Quinois, particulièrement les membres de Banakin. Mais nous ne pouvons pas parler des Banakin comme étant une structure parce fermée. Que c'est restreint. C'est pas une structure fermée, c'est une structure qui est ouverte à tous les Quinois ou à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent répondre à l'appel de notre volonté de vivre ensemble et de lutter contre la balkanisation et l'ennemi. Vous avez un dernier mot avant de nous séparer? Oui, j'invite tous les Quinois, les membres de Banakin particulièrement, et tous les Quinois à venir nombreux demain au lieu de ralliement qui a été désigné, c'est le site. Le site, c'est l'esplanade de l'église Saint-Raphaël de Limété, première rue. L'itinéraire, c'est que nous allons nous rencontrer là, et de là, nous prendrons l'avenue Sendoué. Oui, le point de chute sera lequel? Le point de chute, c'est le Palais du Peuple, où nous remettrons notre mémo au président de l'Assemblée nationale, Mbosso. Merci Joël Mounanga. Je rappelle que vous êtes secrétaire général et porte-parole de l'ASBEL Banakin. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, ce communiqué avant de boucler ce journal, conformément à ses prérogatives régaliennes, l'Agence congolaise de l'environnement lance officiellement la campagne de suivi et contrôle environnemental, les activités et projets dans la ville-province de Kinshasa du lundi 6 juin au lundi 11 juillet 2022. À cet effet, la Direction générale invite les opérateurs économiques et promoteurs des projets de collaborer avec les équipes en mission afin de faciliter leur travail. Mesdames, Messieurs, ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.